Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au cœur du hall 2.2, ce pavillon 2.2 destiné à la mobilité. Nous sommes là bien sûr tous les jours et ce jusqu'à la fin du mondial. N'hésitez pas à passer nous voir afin d'assister aux émissions en direct. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à une des grandes tendances de la mobilité de demain, au programme des débats, des discussions et surtout des invités. Et justement aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Émeric Glezès. Alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, Glezès. Glaise, parce que j'en avais aucun de bon. Comment allez-vous? Vous êtes le PDG de Space Train. Exactement, ça va très bien. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir, bienvenue avec vous. On va parler de Space Train et donc du train du futur. C'est parti. Encore une fois, pardonnez-moi pour avoir mal prononcé votre nom, j'aurais dû vous demander avant. Avec vous, on va donc parler du Space Train et nous allons bien entendu rentrer dans les détails, mais avant cela, expliquez-nous très rapidement ce qu'est le projet Space Train, juste avant de rentrer dans les détails, juste histoire que les gens puissent un peu imaginer le projet. D'accord, alors le Space Train, c'est une navette qui va fonctionner sans roue, qui sera sustentée par de l'air, et qui a vocation à faire rejoindre des métropoles entre elles. Voilà. C'est le train du futur. À très grande vitesse. À très grande vitesse, ça marche. Pour bien comprendre Space Train, il faut donc faire un bond de 50 ans en arrière et s'intéresser au projet abandonné au profit des TGV par Valéry Giscard d'Estaing en 1970. Le nom de ce projet, c'était l'Aérotrain. Cette avancée était portée à l'époque par l'illustre ingénieur Jean Bertin. Parlez-nous un petit peu de l'Aérotrain, de ce projet d'antan. Alors, l'Aérotrain, c'est un projet qui avait été élaboré, donc, comme vous l'avez dit, par Jean Bertin dans les années 60. Donc, c'est une navette qui fonctionnait sur coussin d'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roue. C'est de la compression d'air qui va faire voler la navette à peu près à 2-3 mm du sol. Elle va être guidée par un rail central. En fait, c'est un rail qui sera en forme de T inversé. La navette, elle sera posée dessus. Elle sera guidée de la même manière par ce rail. Et puis par la suite, donc l'idée c'était de pouvoir fabriquer une navette capable d'atteindre des grandes vitesses. Et dans les années 60, ils avaient réussi à atteindre une vitesse de 430 km/h. Alors à l'époque, ils avaient un moteur, c'était une turbine à réaction. Donc c'était comme un réacteur d'avion qui propulsait la navette. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de déterrer ce projet? Alors, en vérité, ce projet, il n'a jamais été abandonné par ceux qui ont entrepris des travaux, mais c'est plutôt c'est des institutions en fait, politiques qui ont choisi de privilégier la SNCF et de développer le TGV que de donner de l'argent pour que ce projet avance. Donc on a avorté ce projet alors même qu'il était en phase d'être un grand projet. C'était très avant-gardiste pour l'époque. Oui, donc il était simplement en pause en fait. En fait, l'idée c'était que les travaux sont arrêtés d'un seul coup et on n'a pas pu aller plus loin. Jean Bertin n'a pas pu aller plus loin dans ses travaux parce qu'on l'a stoppé. On lui a dit non, toi c'est fini, t'arrêtes, on va prendre un autre projet, ça s'appelle le TGV. Et donc du coup, il n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter ses travaux là. Et malheureusement pour lui, un an après, il est décédé, donc du coup un peu tous ces travaux-là sont un peu tombés dans les oubliettes, ont été mis de côté. Puisqu'il y avait des brevets de déposer, donc c'était un peu compliqué de pouvoir aller chercher à élaborer, continuer ces travaux-là sans que lui soit là. Et justement, vous êtes allé rechercher ces brevets? Alors c'est-à-dire que ces brevets sont tombés dans le domaine public. Donc on a pu les récupérer. Évidemment, ces brevets-là n'étaient pas tout à fait complets. Il a fallu aller se renseigner, se rapprocher d'anciens ingénieurs, de pouvoir aller chercher les informations qui nous manquaient pour pouvoir travailler. Et donc, par la suite, quand on a eu l'idée de reprendre en fait cette activité-là, ce projet de navette, parce que c'est un projet, une navette très innovant et qui peut être à la fois une solution pour les transports de demain. Alors, juste petite parenthèse, pourquoi vous dites navette, pourquoi vous dites pas train, par exemple? Alors, parce que c'est pas un train, c'est une navette. C'est un train, c'est une locomotive avec plusieurs wagons. Nous, c'est juste une seule navette. D'accord, voilà. Mais la sémantique est importante, aucun problème. Voilà. C'est bien, vous faites bien de la poser comme question. Donc l'idée, c'était donc quand on s'est penché en fait sur
l'élaboration en fait ou l'évolution des transports pour demain, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique. Enfin, quand je dis on s'est rendu compte, c'est-à-dire moi et mon équipe d'ingénieurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique au niveau du coût. Parce que le TGV coûte très cher, les gens ont des difficultés pour le payer, mais il coûte cher le TGV, mais parce qu'aussi il coûte très cher aux régions pour le financer. C'est-à-dire que construire aujourd'hui une ligne de train TGV, ça coûte à environ 25 millions d'euros par kilomètre. Donc c'est très compliqué pour la SNCF de la rentabiliser. Et vous, c'est une dizaine de millions, il me semble. Alors que sur ce projet-là de Space Train, on est sur une dizaine de millions d'euros par kilomètre. Ouais. Donc il fait 2,5 fois moins cher que le coût du TGV. Et donc ce qui ferait que pour l'usager, il pourrait à la fois bénéficier d'un transport qui serait peu coûteux, mais qui irait très vite, puisqu'on peut atteindre des vitesses en moyenne de 540 km/h sur ce type de navette, et puis qui est aussi à zéro émission en termes de pollution, quoi. On va en parler justement de ces détails un petit peu techniques du Space Train, simplement pour rester sur ce côté héritage, on va dire, de l'œuvre de Jean Bertin avec l'aérotrain. Est-ce que pour vous, il y a une sorte de côté sentimental, dans le sens où vous continuez cette œuvre inachevée de Jean Bertin, du coup, un aspect hommage, héritage dans ce que vous faites? Alors, au départ, pas du tout. Quand on pense à un projet, on ne pense pas au sentiment, on pense à faire quelque chose qui va être crédible et puis qui va être rentable et pouvoir se construire et qui va fonctionner. Après, c'est vrai que ce projet-là, il est assez touchant parce que Jean Bertin était une bonne personne et puis c'était surtout un ingénieur de très grande qualité. Et puis, il a fait plein de travaux au-delà de cet aérotrain. Donc après, c'est vrai qu'il y a un petit côté sentimental qui peut venir par la suite, mais ça n'a rien à voir avec le projet de base. D'accord. Le monorail de 18 km qu'avait construit Bertin à l'époque, il existe toujours à Saran, c'est au nord d'Orléans, et vous allez réutiliser ce monorail. Alors, outre l'aspect historique, et sans trop rentrer dans les détails, puisque nous allons en reparler en profondeur des aspects techniques de Space Train, est-ce que c'est pas un peu dangereux de reprendre une ligne vieille de 50 ans? Alors on ne reprendra pas la ligne d'une manière olé olé, on ne va pas y aller du jour au lendemain en disant allez hop, on utilise la ligne, c'est parti. Non, en fait déjà ce qu'il faut savoir c'est que la ligne elle a été déjà coupée en deux par l'autoroute. En fait il y a une autoroute qui passe au milieu, donc on ne va pas réutiliser la totalité de la ligne. Si on réutilise cette ligne, ça sera entre Saran et Chevilly, donc sur 9,6 km. Cette portion de ligne, en fait, il faudra la réhabiliter, c'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'elle n'a pas été utilisée, plus de 40 ans qu'elle n'a pas été utilisée. Alors le béton a bien vieilli, on s'est rapproché de centres d'études techniques de l'État pour pouvoir justement savoir dans quel état était cette ligne. Et il se trouve que les travaux, que le béton n'a pas tellement bougé, il y a juste une petite réhabilitation à faire et les coûts seront moindres que si on devait reconstruire une ligne D'accord, de test. Ouais. Elle est en très bon état. Ouais. Okay. Sinon, on ne pourrait pas l'utiliser. Ça marche. On va rentrer, comme je vous l'ai dit, un peu plus dans le détail de l'aspect technique, puisque après le passé, nous allons nous intéresser au présent. Alors, dites-nous, le Space Train, déjà, comment il avance? Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il flotte, il est sur coussin d'air, dites-nous-en un petit peu plus. Alors, il faut imaginer une navette, en fait, il faut imaginer une grande locomotive ou un grand wagon qui sera volant, c'est-à-dire que c'est de l'air comprimé qui va permettre en fait de surélever la navette, donc elle ne touchera pas le sol. C'est de cette manière qu'elle va voler entre guillemets, et elle va pouvoir avancer par un moteur à induction linéaire. Alors c'est quoi l'induction linéaire? C'est, pour donner une image un peu plus facile, vous imaginez un petit peu les plaques vitrocéramiques quand on va faire la cuisine. Tout à fait. Vous prenez votre poêle. Oui. Et puis quand vous la mettez sur la plaque vitrocéramique, ça génère une chaleur. Et cette chaleur, en fait, elle vous permet de pouvoir faire la cuisine. Mais c'est la même chose. Il y aura des plaques en ferrométallique sur toute la longueur du rail central. D'accord. Et puis le moteur en induction linéaire qui sera à l'intérieur de la navette, quand il va passer sur ces plaques, ça va générer une chaleur et c'est cette chaleur qui va faire avancer ou reculer la navette. Quels vont être les matériaux utilisés? Je suppose qu'il y en a plein, mais on va dire le matériau principal que vous allez utiliser avec Space Train. Ça sera
Alors 80% du projet, ça sera évidemment tout ce qui est lié à la structure qui va supporter la navette. Donc ça sera soit du béton, soit un alliage métallique. Et puis pour l'intérieur de la navette, donc ce sera une navette qui sera entièrement en carbone et donc qui sera alimentée par ce moteur-là, donc à induction linéaire, sera alimenté par de l'hydrogène, par des piles à combustible elles-mêmes alimentées par de l'hydrogène. À quelle vitesse vous allez pouvoir aller ? Alors, on a une capacité de faire des pointes de vitesse aux alentours de 700 km/h, mais ça sera très peu parce que les coûts vont vraiment doubler à partir d'une certaine vitesse. Donc ça sera en moyenne 500 km/h à peu près. Oui, mais du coup, avec ça, il va falloir de bons freins, non ? Alors oui, justement, tout ce qui est l'équipement de frein, il y aura 3 systèmes de freinage. Donc un freinage qui sera comme le frein moteur, si vous voulez, qui va, quand on va faire une inversion dans la motorisation, ça va permettre de freiner le moteur. Le deuxième frein, ça sera en fait tout simplement des freins qui vont se rapprocher qui vont s'agripper sur la paroi centrale en fait du rail central. Et puis le troisième frein, on est en train d'y travailler dessus justement pour pouvoir permettre trois types de freinage. Alors il y a une histoire de tube aussi, j'ai vu. Qu'est-ce que c'est ? Alors à la base, quand on a pensé ce projet, on voulait y mettre un tube pour des raisons de sécurité et de frottement, et d'air, etc. Il se trouve que mettre un tube sur ce type de projet, ça double, en fait, même ça, plus que double, mais ça augmente fortement le coût de fabrication. Parce que un tube, ça coûte très cher. En fait, la problématique était que quand il y a une navette qui rentre à très grande vitesse en fait, dans un tunnel ou un tube, ça génère une chaleur. Et cette chaleur-là, il faut pouvoir soit la refroidir, soit la dégager. Et la problématique, c'était ça. Parce que ça coûte très cher. Donc on a décidé avec nos ingénieurs d'écarter en fait ce tube-là et de faire comme l'était l'aérotrain avant, sans tube. Quitte à se dire, on va perdre un peu en vitesse, quoi, mais c'est pas très grave. En fait, on ne perdra pas en vitesse. Ah oui ? Non, on ne perd pas en vitesse, puisque la vitesse n'a aucun rapport avec le tube. Hein. C'est juste que c'était plutôt par sécurité qu'on mettait un tube et pour faire un peu le vide d'air. Mais du coup, avec la propulsion par air à comprimer, on n'a pas besoin de ce vide d'air en fait. Est-ce que vous avez étudié plusieurs options avant de choisir celle que vous avez choisie, c'est-à-dire le coussin d'air, l'hydrogène, etc. Quelles étaient justement ces solutions auxquelles vous avez pensé et que vous avez mis de côté ? Alors on a regardé plusieurs types de projets, hein, notamment le projet qu'on parle un petit peu qui s'appelle l'Hyperloop, qui est sur bande magnétique. En fait, l'Hyperloop, pour résumer un peu ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le Shinkansen ou le Maglev. C'est les trains japonais ou les trains chinois, tout à fait, voilà, qui sont sustentés aussi pareil, mais par du magnétisme en fait, c'est des aimants en fait, qui permettent de faire surélever une navette. Oui, c'est la neutralité entre deux aimants et on arrive à trouver la stabilité qui fait qu'il flotte, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc du coup, ce projet-là, l'Hyperloop, c'est ça, avec un tube par-dessus, voilà, avec une capsule plus petite voilà, c'était ça en fait le projet. Pourquoi on n'est pas allé là-dedans ? Parce que en coût de revient, ça coûte beaucoup trop cher. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir en faire bénéficier les usagers de demain et pas de faire... en fait, c'est très intéressant, si vous voulez, sur le terme technologique, mais pour la rentabilité, pour l'usager, c'est hyper cher. Oui, parce que le magnésium au Japon, je crois que c'est ça, il n'y a pas grand monde qui peut se payer le trajet. En fait, c'est exactement ça. On est sur des coûts qui sont à 50 millions d'euros du kilomètre environ, ce qui double Je rappelle que vous êtes à 10 millions. Voilà. Ce qui double le prix déjà du TGV qui est très cher. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas développer ce projet-là. Ce projet ne s'exporte pas parce que il n'est pas rentable. Enfin, c'est compliqué Ou il est rentable dans 200 ans. Voilà, ou dans 200 ans, ou alors il va falloir payer le billet à 2 fois ou 3 fois plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui. Donc c'était pas l'idée. L'idée c'était d'aller chercher quelque chose qui était accessible aux usagers. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Je le disais, vous reprenez un petit peu cette ligne qui avait été faite par Jean Bertin du côté d'Orléans. Il faudrait combien de temps avec l'aérotrain pour faire un Paris-Orléans, par exemple, avec ce train, avec cette navette, pardon ? Avec le Space Train, vous voulez dire ? Avec le Space Train, tout à fait. L'aérotrain, il ne marche plus. Alors, avec le Space Train, il faudrait 13 minutes pour rejoindre Paris-Orléans. C'est combien de kilomètres ? C'est 130 km.
Où est-ce que vous en êtes du projet sur votre site internet? Vous annoncez un petit peu le pourcentage. J'ai vu que vous étiez à 35%. Alors, dites-nous, est-ce que ça a changé? J'ai regardé ça la semaine dernière. Alors, toute la faisabilité technique, parce qu'il faut savoir que quand on fait un projet comme celui-ci, on passe par des logiciels de test. En fait, nos ingénieurs construisent une navette virtuelle au départ et la testent en fait sur des logiciels. Alors, c'est des logiciels qu'on a eu en partenariat avec Dassault Systèmes. Donc il nous a permis de pouvoir aller chercher les défauts et de trouver une solution par rapport à ça. Donc toute cette partie faisabilité technique sur logiciel est terminée. Là maintenant on va rentrer dans une phase de construction. Donc cette phase de construction, on va rentrer dans un atelier où on va construire un prototype. Ce prototype aura pour vocation d'être testé sur la ligne de l'aérotrain. Vous savez à peu près quand est-ce qu'une commercialisation, une mise en service est possible? Alors déjà, dans un premier temps, on fait un proto à échelle réduite qui sera terminé pour le mois de novembre, qu'on va tester directement dans nos ateliers. Voilà, donc on aura une ligne qui fera une mini-voie qui fera à peu près 100 mètres. On pourra tester déjà ce prototype à échelle réduite. Par la suite, donc courant d'année 2019, fin 2019, on pense avoir terminé la navette à échelle 1. Donc une navette qui pourra être utilisée sur la portion de la ligne de l'aérotrain. Cette ligne, il faut la remettre en état. Donc on va la remettre en état par étape, ce qui permettra de faire des tests rapidement. Donc on espère que pour 2020... Tronçon par tronçon. Voilà, tronçon par tronçon. Et on pense que pour 2020, début 2020, on pourra commencer nos tests. Ce serait pas pile au moment de l'ouverture à la concurrence? Bah si, c'était un peu ça l'idée de pouvoir proposer quelque chose pour de faire au moins aux alentours de 2023, là où la concurrence va s'ouvrir sur le domaine du transport ferroviaire. Je vois. Il y a une question qui, j'en suis sûr, est sur toutes les lèvres, c'est combien ça coûte? On va commencer par vos finances. À vous, combien ça coûte un projet pareil? Alors, vous l'avez dit, c'est 10 millions d'euros du kilomètre. Alors, mais ça, c'est les coûts de commercialisation. Ouais. C'est quand on va construire la voie. Un projet comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut embaucher des gens, des ingénieurs, et puis c'est pas que des ingénieurs, il y a un support aussi, une équipe de support derrière pour pouvoir vendre aussi ce projet et le proposer à des régions, à des pays. Donc tout ça, ça génère de la rémunération et donc il faut qu'on puisse les payer, donc ça coûte un certain coût. Ensuite, il y a les... D'accord, pas de problème. Mais d'une manière générale, un projet comme ça, si on compte en fait la réhabilitation de la ligne, plus les ateliers à construire, plus les navettes aussi, les prototypes et les employés, on est aux alentours de 30 millions d'euros. D'accord. Il vous manque de l'argent pour terminer ce projet, ou en tout cas pour terminer la phase de projet dans laquelle vous êtes? Alors oui, on est toujours en phase de levée de fonds, c'est tout le temps, ça sera sur toute la longueur du projet, puisque ça ne va pas tout arriver d'un coup, mais pour l'instant on est en recherche de fonds, oui, exactement. Ça coûterait combien un ticket, par exemple, pour un Paris-Orléans à bord du Space Train par rapport à un ticket de la SNCF? J'ai lu que selon vos prévisions, ce serait 20% moins cher, quelque chose comme ça? Alors oui, il y aura un billet qui sera 20% moins cher que le billet pour actuel. Aller 3 fois plus vite, quoi. Oui, mais parce que aussi le coût de construction est 2,5 fois moins cher que le coût actuel. Mais vous allez, parce que aujourd'hui la SNCF, ils payent une sorte de péage à RSF. Vous allez faire comment, vous, par rapport à ça? Alors, ils ne payent pas qu'un péage à la RSF, ils payent aussi un péage à Vinci sur la dernière construction qui a été faite entre Paris et Bordeaux. Il faut savoir que sur les 8 milliards d'euros qu'a coûté cette ligne, il y en a la moitié qui a été financée par Vinci. Donc, ce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'un train passe là-dessus, il paye un péage, et ce péage-là est... Double péage, du coup. Voilà, double péage, donc ce péage-là c'est l'usager qui le paye, en fait. Est-ce que c'est un petit peu répercuté sur les prix, ça, des billets? Oui, mais en fait c'est compliqué pour eux parce que d'un côté, faire payer un billet trop cher, ça va leur faire... Parce qu'il y a d'autres solutions de transport, on peut prendre Blablacar, on peut utiliser la voiture, l'avion, enfin voilà. Donc du coup, il faut toujours rester dans des prix qui sont accessibles. Donc pour eux, c'est très difficile de rentabiliser. Et donc du coup,
votre question, c'était C'était savoir... combien vous allez être, par exemple, sur un billet entre Paris et Orléans par rapport à la SNCF? Voilà, 20% moins cher, donc à peu près on sera aux alentours de 8 euros, entre 8 et 10 euros. Et j'ai vu que vous aviez trouvé aussi un petit stratagème, c'est d'avoir les lignes surélevées pour ne pas avoir à payer une taxe supplémentaire. Alors je ne suis pas spécialiste en la matière, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors c'est quoi? En fait c'est parce que quand on construit des lignes, on prend un passage. Donc ce passage-là, il faut l'acheter à celui qui est propriétaire, enfin, du champ, enfin, ou peu importe. Donc du coup, pour éviter ça, on a décidé de construire des lignes à 6 mètres d'auteur. Ce qui permettrait de ne pas payer du foncier et de laisser un libre accès aux propriétaires des champs. Voilà. D'accord. On a beaucoup de gens aussi, beaucoup de gens, moi j'en connais pas énormément, mais je sais qu'il y a des gens qui se plaignent souvent, qui habitent non loin d'un tracé de TGV aujourd'hui, du bruit que ça peut générer. Ça va être quoi en termes de bruit, le Space Train? Alors, je prends toujours des références parce que pour que les gens se repèrent un petit peu. Un train aujourd'hui c'est 90 à 100 décibels, nous on sera aux alentours de 60 décibels, donc ça fera pas de bruit du tout. Mais donc moins cher, plus rapide, avec moins de bruit, un impact écologique, peu d'impact écologique du coup, et vous allez ruiner la SNCF? C'est pas l'objectif de ruiner la SNCF. Justement, on n'est pas contre le fait de travailler avec eux, même s'ils restent fermés jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on les a quand même approchés, on est des gens gentils nous. Mais du coup, non, c'est pas l'idée de les ruiner, mais l'idée c'était surtout de trouver, c'est de faire avancer et de faire évoluer le transport d'aujourd'hui, qui est un peu un transport d'antan, quoi. Et surtout, c'est une transition parfaite de parler de ça, puisque on va parler futur et mobilité, surtout. Sur votre site internet, vous avez affiché les possibles et ou futurs tracés du Space Train, et on se rend compte que vous ne visez pas de très longues distances. En moyenne, on est sur des trajets qui dépassent rarement la demi-heure. Donc vous le disiez, par exemple, Orléans-Paris en 15 minutes, ou Paris-Le Havre en 17 minutes, au lieu de 145 aujourd'hui. Pourquoi vous avez fait un tel choix de privilégier des relativement courtes distances? Déjà, en termes techniques, on a des navettes qui vont être alimentées donc, par des piles à combustible et de l'hydrogène. Donc ces batteries-là, elles ont une capacité de transporter des gens. Parce que, alors, tout d'abord, pour faire la différence entre un train normal, qui lui a une électricité qui est sur toute la longueur, c'est le support, en fait, c'est la ligne qui va distribuer de l'électricité. Or, nous, c'est la différence. La ligne, elle ne sera pas électrifiée. C'est que la navette qui va être électrifiée. Voilà, déjà, premièrement. Une question d'autonomie qui est importante. Voilà, donc c'est l'autonomie qui va aujourd'hui permettre de pouvoir faire circuler une navette sur 600 km maximum. Donc c'est pourquoi aussi on prend des lignes qui sont plutôt aux alentours de 200-300 km. Mais je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, cette autonomie dépend aussi vachement du poids du coup, de la navette. On va pouvoir, combien de personnes vont pouvoir voyager dans Space Train? Ouais, il y a 3 types de navettes. Il y en a une navette qui aura une capacité de 60 personnes, une autre de 150 et une autre de 250 personnes. Ouais. Voilà. C'est quoi pour par exemple un TGV aujourd'hui? Un TGV avec 2 rames? Un TGV avec 2 rames, c'est... Je crois 2000 personnes, je ne sais plus exactement. Okay, 2000 personnes, il me semble. Est-ce que avec ces tracés là, ces tracés prévisionnels, le but ça va être aujourd'hui d'un petit peu prendre le train comme on prend le métro? Parce que je vois qu'un Paris-Le Havre en 17 minutes, moi personnellement je suis havrais, j'ai pas envie d'habiter dans le centre de Paris parce que y a plein de problèmes qui vont avec, le prix des loyers, la pollution, etc. En vrai, moi, je peux me lever le matin, aller à la gare du Havre, prendre un train, et en 17 minutes, je suis à Paris, quoi. Oui. C'est ça le but, c'est d'utiliser le train comme le métro? Alors, exactement. L'idée, c'est de faire que ces transports-là deviennent un métro entre grandes villes. Il y a beaucoup de tracés comme Clermont-Lyon, Orléans-Clermont, Tours-Nantes. Pourquoi ces choix de villes particulièrement? Alors, parce que déjà, on prend des villes où le TGV n'a pas vocation de pouvoir s'implanter. C'est-à-dire que par exemple sur Paris-Orléans ou Paris-Le Havre, le TGV n'a pas vocation à y aller parce que pour lui c'est pas du tout une rentabilité pour lui de s'implanter là. Donc nous on privilégie, si vous voulez, au niveau de la France, parce qu'on sait que quand même il y a la SNCF, c'est une institution quand même assez présente ici. Donc aller contre ça c'est un peu compliqué aujourd'hui, donc c'est pas du tout notre objectif.
Donc on a privilégié ces transports-là parce qu'on sait que les gens ont besoin aussi de se déplacer. Vous prenez les gens du Havre par exemple, qui 145 minutes pour pouvoir aller à Paris, c'est juste pas possible. Donc il fallait donc là-dessus on a privilégié ce type de liaison pour ça justement. C'est plus ou moins long à construire une ligne justement de Space Train? C'est moins long parce que il n'y a qu'un seul matériau, c'est juste uniquement du béton. Oui. Du coup, si vous pouviez construire, s'il vous plaît, une ligne de Space Train entre Bordeaux et Marseille, ça m'arrangerait beaucoup. J'aime pas l'avion et c'est 7 heures de train, c'est un petit peu compliqué. On va en parler au maire alors. Est-ce que président de région aussi. Est-ce que justement tous ces tracés Clermont-Lyon, Orléans-Clermont, etc., c'est pour répondre à une demande de la population qui est très critique envers les tracés actuels de la SNCF. Le but n'est pas du tout dans cette émission d'être à charge contre la SNCF, hein. Simplement je le rappelle, c'est juste ils ont le monopole aujourd'hui, donc c'est normal que quand on parle de train on est un petit peu obligé de parler d'eux. Du coup beaucoup de critiques qui disent que les tracés aujourd'hui c'est très parisiano-centré, ça part de Paris, ça va dans les grandes agglos, mais pour les lignes secondaires on repassera quoi. C'est pour répondre à ces critiques là aussi? Oui, alors tout à fait, on a pensé justement à relier des villes comme Montpellier, Toulouse ou Clermont, Lyon, enfin voilà ce type de ligne aussi. Donc du coup, par rapport à la SNCF, on n'est pas du tout, comme je le répète, en concurrence avec eux. L'idée c'est vraiment d'aller proposer un transport où eux n'iront pas. Quelles conséquences le Space Train pourra avoir selon vous sur la mobilité des gens en termes de changement des habitudes notamment? Alors, du coup, vous savez, aujourd'hui, les choses vont de plus en plus vite. Donc, le temps passe très vite. Donc, on est toujours en train de courir partout. Donc, quand on gagne du temps par exemple, sur un trajet comme Orléans, où on met 1 heure aujourd'hui, si on n'en met que 15, si on met que 15 minutes, oui, ça reste 3 quarts d'heure. On est plus vite à la maison. On est plus vite à la maison. On peut profiter d'autres choses, de ses enfants, un peu plus de repos. En termes d'urbanisme du futur, quelles seraient pour vous les conséquences pour l'aménagement des gares? Parce que du coup, je suppose que ça va apporter aussi un aménagement des infrastructures de ces dernières. Oui, alors du coup, ça va générer de l'emploi, ça c'est sûr et certain, sur les villes où on va aller s'implanter, puisqu'il va falloir construire des gares, il va falloir construire des lignes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ensuite, ça va décentraliser un petit peu Paris. Toutes les grosses boîtes sont aujourd'hui à Paris, donc l'idée c'est ce type de transport pourra décentraliser ce genre de choses. Ça va générer un peu plus de dynamisme dans certaines métropoles, hein, comme on prend Orléans par exemple, qui n'est pas très loin de Paris. Ça va être encore plus proche de Paris aujourd'hui si on a un Space Train. À 15 minutes, c'est la banlieue de Paris. Donc ça va redynamiser les commerces, ça va permettre aussi à l'immobilier de se fructifier un petit peu. Donc ça va opérer un gros changement, oui. C'est vous qui allez vous occuper de l'aménagement des infrastructures des gares, ou vous allez en construire de nouvelles? Comment ça se passe? Alors pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans parce que nous, on fabrique un concept. Step by step. Voilà, okay. On fait le concept et après on verra par la suite. Selon vous, quelle est justement, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais quelle est la place du train dans la mobilité de demain? On parle aujourd'hui de multimodalité, de scooters électriques, de trottinettes, du coup de trains, d'autopartage, etc. Quelle sera sa place? Alors, il aura toujours la même place, il aura une place importante parce que le transport en commun quand même permet à des gens de circuler. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a le transport, les voitures autonomes qui vont arriver, qui sont déjà en train d'arriver dans le milieu de la mobilité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir un petit peu adapter tous les nouveaux transports d'aujourd'hui à un transport un petit peu futuriste, un peu plus élaboré. Donc du coup, il aura toujours sa place. En fait, le train aura toujours sa place, mais il va falloir aller chercher des coûts réduits et des grandes vitesses. Alors malheureusement, on est pressé par le temps. J'ai encore plein de questions, mais malheureusement, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que, pour conclure, vous pouvez nous dire un mot sur l'aspect écologique de votre projet, qui est quand même primordial parce que très peu polluant? Oui, alors c'est en fait l'hydrogène. Hein. L'hydrogène, c'est du gaz avec de l'eau, en fait, du coup c'est oxygène avec de l'eau, donc ça permet de réduire en fait les coûts de pollution qui sont actuellement très, très forts et problématiques pour
pour l'être humain. Rappelez-nous simplement les prochaines échéances, les échéances importantes à venir pour Space Train. Alors 2019, donc création du prototype, 2020 les tests sur la ligne de l'aérotrain et 2025 commercialisation du projet. Bon, on espère vous voir en tout cas très rapidement. En tout cas, moi, il me tarde de voir ce Space Train en activité. On se tient bien entendu au courant. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est la fin de cette émission. J'étais donc en compagnie de Aymeric Glès, qui est le PDG de Space Train, le futur train du futur. Justement, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous savez que vous pouvez nous retrouver en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts connus et imaginables. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous RT, comme on dit. On se retrouve pour une prochaine émission de Voyage en mobilité ou de questions en mobilité. Nous faisons bien entendu les deux pavillons 2.2 du côté du mondial de la mobilité, porte de Versailles à Paris. À la prochaine.